Nous sommes le 17 mars 2020. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc dans cette situation un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, mais grâce au miracle de la technologie, nous sommes en mesure de poursuivre cette enquête sur la démocratie que nous avions commencée et dont je voudrais rappeler très rapidement le principe. L'idée est de réfléchir aux deux éléments qui composent ce terme de démocratie, à la fois démos et kratos, donc le peuple d'un côté, le gouvernement de l'autre, ou le pouvoir de l'autre, et c'est de voir comment les deux peuvent s'articuler en ayant en tête que cette démocratie est un régime extrêmement compliqué à comprendre. Le côté évident de le pouvoir est au peuple cache en fait une complexité extrême, et nous sommes encore, si je puis dire, au début de l'analyse et de l'interprétation de ce mode de gouvernement dont il faut rappeler qu'il est, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, extrêmement jeune. La démarche que j'ai tenté d'adopter, je la rappelle très brièvement, c'est de considérer que pour résoudre cette énigme, notamment du peuple, qui est l'énigme essentielle, de savoir qui est le peuple, il faut d'emblée envisager le peuple de manière plurielle. Sinon, on sombrera dans un totalitarisme ou un absolutisme du peuple qui aurait des effets particulièrement pervers. Ce peuple pluriel, j'en avais donné trois formes, qui correspondent à la pensée libérale. Le peuple, c'est d'abord ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire la société, la manière dont les individus vivent ensemble et tissent ensemble des liens affectifs, amicaux, professionnels, économiques. Mais cette société n'est pas suffisante pour constituer un peuple. Il faut non seulement que les individus, les gens vivent ensemble, mais en même temps qu'ils veulent vivre ensemble dans la durée. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie commune. Et cette vie commune s'inscrit dans l'état, dans la durée. Donc dans l'état, il y a un passé, un présent, un avenir. Ce deuxième peuple n'est pas la société, c'est ce qu'on peut appeler l'état. C'est l'état qu'il représente, c'est-à-dire l'état en tant qu'il fait perdurer et qu'il incarne ce vouloir vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, ou cette vie commune. Ça ne suffit pas non plus tout à fait pour faire un peuple, parce que vivre ensemble, vouloir vivre ensemble, il faut en plus qu'il y ait un lieu, qu'on appelle l'espace public, où l'on débatte ensemble de la manière dont on veut vivre. C'est de ce peuple-là dont je voudrais plus parler aujourd'hui, en indiquant malgré tout que pour bien concevoir ces trois peuples, il faut envisager la règle du jeu qui permet à ces trois peuples de coexister. C'est ce que j'appelle personnellement le peuple méthode. Quatrième peuple, à côté du peuple société, du peuple État et du peuple opinion publique, il y a le peuple méthode, c'est-à-dire la manière dont ces trois peuples, société, État, opinion, eh bien, mettent en œuvre des règles du jeu pour déboucher sur un pouvoir, c'est-à-dire un ensemble de décisions. Et ce peuple méthode, je l'avais précisé au dessert de la séance, est constitué par quatre moments absolument clés qui doivent toutes être présentes si l'on veut que cette méthode fonctionne bien et si on veut que cette méthode puisse se construire de manière correcte. Ce peuple méthode est composé de quatre éléments: les élections, il faut des élections, une délibération, un espace délibératif, des décisions qui sont prises et de la reddition de comptes. J'avais examiné au cours de la dernière séance le moment électoral, très rapidement, c'est un sujet très vaste, mais disons, pour en comprendre l'esprit, je voudrais consacrer cette séance au moment délibératif. Au moment délibératif qui apparaît, c'est assez étonnant, tout autant que le moment électoral, dont on a l'habitude de dire, voilà, grosso modo, la démocratie, c'est l'élection. On a vu la dernière fois que c'était beaucoup plus complexe que ça, et que l'élection était en vérité plutôt aristocratique que démocratique, mais malgré tout était devenue démocratique. Quand on définit la démocratie, on définit la démocratie à la fois par l'élection, et bien souvent par la présence d'un espace public, par la présence, effectivement, d'une discussion ou d'une délibération. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que les démocrates s'opposent aux régimes qui ne sont pas démocratiques. Alors par exemple, je vais vous donner deux indications historiques. La première indication, c'est celle de propos prononcés par Clémenceau. Nous sommes alors en 1888, 4 juin 1888, et le général Boulanger, moment un peu dictatorial, si l'on peut dire, tentation dictatoriale au début de la Troisième République,
appelait à dissoudre l'Assemblée pour instaurer, je le cite, un régime moins bavard. Clémenceau, sublime orateur, s'oppose à Boulanger en disant « Eh bien, puisqu'il faut le dire, ces discussions qui vous étonnent, c'est notre honneur à tous. Ces discussions ont leurs inconvénients. Le silence en a davantage. Oui, gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait. Si c'est le régime de discussion que vous croyez flétrir sous le nom de parlementarisme, sachez-le, c'est le régime représentatif lui-même, c'est la République sur qui vous osez porter la main. » Et donc, en effet, la démocratie, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est le parlementarisme. Qu'est-ce que le Parlement? C'est le lieu où l'on parle. Et donc, mettre en péril cette logique, cette discussion, cet échange serait effectivement mettre en péril la démocratie elle-même. Mais il faut bien admettre qu'il y a quand même une objection très forte qui était présente sous la bouche du général Boulanger et qui revient très fréquemment dans les principales critiques de la démocratie, que je condenserai dans une formule de Jean-Louis Barrault, qui me paraît la résumer parfaitement. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Et donc, l'idée de la délibération, c'est une sorte de dilution de cet échange, de bavardage constant et de inefficacité complète qui débouche sur une forme d'impuissance publique. C'est là où il faut essayer, et ce sera le défi du premier moment de cette séance, de bien comprendre ce qu'est la délibération. Parce que la délibération, ce n'est pas en effet simplement le bavardage, la discussion, l'échange, la convivialité, voire la conversation. Ce sont là des vertus très importantes. Il est très important de connaître l'art de la conversation, de cultiver l'échange, la discussion, voire le bavardage. Et on voit combien il nous manque dans les circonstances actuelles d'aller refaire le match, d'aller discuter avec les amis au café. C'est évidemment quelque chose de très profond et de très important pour la vie, le vivre ensemble, la vie collective et la vie quotidienne. Mais la délibération, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que la délibération? La définition la plus courante et la plus juste de la délibération, c'est la suivante. Examen avant et pour la décision. À la différence de la conversation qui est un agrément, qui est un art, la délibération a la décision en ligne de mire et elle l'examine pour décider. L'étymologie d'ailleurs est intéressante, à la fois d'examen et de délibération. Examen, en latin, c'est très étonnant, mais c'est l'essaim d'abeille. Voilà. Un examen, c'est un essaim. Ce qui est assez intéressant et assez beau, d'ailleurs esthétiquement, parce que quand on passe un examen, que fait-on? Eh bien, on fait sortir les questions de notre esprit, comme des abeilles sortent de la ruche. On les envoie butiner sur les fleurs des nectars délicieux. Et puis, ces questions reviennent chargées, comme des abeilles, de nectar, voire de pollen, et reviennent à la ruche faire le miel, c'est-à-dire, en l'occurrence, la dissertation en 4 heures. Donc, belle image de l'examen, belle image, ça donne presque envie de passer des examens plus souvent, belle image de cet examen qui ressemble à la ruche. Simplement, la délibération, ce n'est pas l'examen dans l'absolu, c'est-à-dire cet exercice théorique ou scolaire, c'est l'examen avant et pour la décision. Et cet élément de décision, qu'on examinera une prochaine fois, apporte une dimension tout à fait essentielle à la délibération, qui est présente d'ailleurs dans le mot délibération. Délibération, certains étymologues en voient dans le mot latin de libra, qui veut dire la balance. Pardon, la balance. Ce qui est assez juste, parce que quand on délibère, on pèse le pour et le contre, ou on pèse les options possibles. D'autres envisagent que délibération vient de libère, c'est-à-dire la liberté, ce qui là aussi est intéressant, puisque quand on délibère, bien on est libre, et il faut choisir et potentiellement changer, on se pense comme libre, changer d'avis. Ce que ne peut pas faire d'ailleurs l'abeille, qui, elle, est
d'une certaine façon programmée à faire ce qu'elle fait. Donc la délibération, c'est l'examen avant et pour la décision, c'est une balance, c'est un acte de liberté, et c'est finalement exactement ce que disait le plus grand philosophe qui ait jamais interprété la délibération, à savoir Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, qui nous propose une théorie de la délibération extrêmement puissante, extrêmement efficace, dont je voudrais résumer les 3 points principaux, parce qu'ils n'ont pas pris une ride. Première idée, la délibération, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est l'organisation d'un désaccord. C'est un point très important, c'est-à-dire que quand je rentre dans une délibération, même quand je suis tout seul, je me pense contre moi-même. C'est-à-dire, je fais l'effort de ne pas être d'accord avec moi. Parce que si je ne délibérerais pas, je suivrais mes impulsions naturelles, je ne réfléchirais pas, ce qui nous arrive parfois, même souvent, et donc je ne pèserais pas le pour et le contre. Donc la délibération, c'est une espèce de prise de recul, et cette prise de recul passe par l'organisation d'un désaccord, ce qu'on trouve d'ailleurs dans le terme grec qui définit la délibération, c'est la bouleusis. Bouleusis est formé à partir de boulet, qui était l'organe qui était chargé, alors l'Assemblée des Anciens dans les formes archaïques des régimes athéniens, des régimes grecs, et au sein de la démocratie grecque, c'était l'Assemblée chargée de préparer les décisions de l'Ecclésia, qui était l'Assemblée des citoyens. Et cette Assemblée avait pour tâche de présenter les options, les scénarios, ensuite les éléments que les citoyens auraient à trancher. Et on retrouve cette idée au sein, chez les Romains, dans ce qu'on appelle le for intérieur. For intérieur, c'est le forum intérieur, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une sorte de tempête dans le cerveau, et avec des options contradictoires qu'il va falloir effectivement canaliser. Le for intérieur, c'est le forum intérieur. Donc, pas de pensée, pas de collectif, sans l'organisation du désaccord. La délibération, c'est l'organisation du désaccord. Pas du consensus, du désaccord. Deuxième idée extrêmement profonde d'Aristote, nous ne délibérons, je cite là, que sur les choses qui dépendent de nous et que nous pouvons réaliser. La délibération porte donc sur l'action possible et future. Elle ne concerne pas le présent, ni le passé, il y a d'autres genres de rhétorique sur le présent et le passé, je passe là-dessus, ni d'ailleurs le vrai ou le faux. Ça, c'est la recherche scientifique. L'enquête scientifique, l'enquête théorique, porte sur le vrai et le faux. En général, d'ailleurs, plutôt voir le faux. On sait ce qu'est le faux, on sait assez rarement ce qu'est le vrai. Et donc, c'est cette interrogation sur le vrai et le faux. La délibération, c'est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable, et comment mettre cette option en œuvre. Elle n'est donc pas une démonstration, la délibération, ni une observation, mais elle vise à prendre une décision en situation d'incertitude. On le voit aujourd'hui, nous délibérons pour savoir quelles sont les options possibles par rapport à une crise mondiale, sanitaire, qu'est la pandémie, en l'occurrence. Troisième idée essentielle de la délibération, que nous présente Aristote, la délibération ne porte pas sur les finalités de l'action, mais sur les moyens d'atteindre ces finalités. Pour le dire très simplement, un médecin ne se demande pas s'il doit ou non soigner son patient, guérir son patient. Il se pose la question de savoir comment. Un général ne se pose pas la question de savoir s'il doit gagner la bataille. Il doit examiner les options possibles pour la gagner. Donc, on voit en quelque sorte que la délibération ne porte pas sur les fins de l'action, mais sur les moyens. Les fins de l'action apparaissent, en tout cas c'est le cas pour Aristote, de manière incontestable et évidente. Il considère par exemple que tout le monde veut la santé. Pas le problème. Tout le monde veut le bonheur. C'est pas un problème. Et donc la question, c'est évidemment très complexe, délibérative, et de savoir comment on va y arriver. Alors c'est sur ce point que la démonstration extrêmement brillante d'Aristote nous révèle quelque chose sur notre monde contemporain.
le monde contemporain, c'est un doute sur les finalités, sur les buts. Chez Aristote, ces finalités sont évidentes parce qu'elles sont qualifiées chez lui de naturelles. Naturellement, tout le monde veut la santé. Naturellement, tout le monde veut le bonheur. Naturellement, tout le monde veut la paix. Voilà. Donc il y a une sorte d'ancrage naturaliste des finalités. Elles sont inscrites dans la nature profonde, dans l'essence profonde de chacun. Nous sommes dans un monde où la nature des finalités est devenue beaucoup plus incertaine. Que voulons-nous ? On peut le concevoir et le voir dans le fait que, en fonction des conceptions du bien, des conceptions morales, la diversité, je rappelle que le monde grec est un monde très homogène, et nous sommes dans un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus divers, il peut y avoir des conflits de finalité. Et donc l'évidence des fins, qui était présente chez Aristote, a cessé de l'être tout à fait chez nous. D'où le fait que cette délibération avance en terrain beaucoup plus incertain. On pourrait dire la chose suivante, que ce qui menace peut-être la démocratie, c'est ce qu'on peut appeler la délibération sans fin, aux deux sens du terme. Sans but, pourquoi faire ? Et sans fin, c'est-à-dire sans terme. On peut discuter sans fin. Et je reprends l'adage de Jean-Louis Barrault, la démocratie, c'est cause toujours, c'est-à-dire sans jamais décider. Alors, est-ce qu'on peut envisager qu'il y aurait des fins, néanmoins évidentes pour tous, dans le monde démocratique ? Est-ce qu'on pourrait envisager que ces fins que Aristote percevait dans la nature, dans le cosmos, conçu comme un ordre parfait, naturel, est-ce qu'on peut les envisager dans le monde purement humain ? Alors je crois que c'est possible. Et c'est ce qu'ont tenté de démontrer toute une série de penseurs autour de ce qu'on appelle l'éthique de la communication, que je vais essayer de résumer très simplement. C'est une idée assez profonde, intéressante, même si on va le voir, elle comporte un certain nombre de limites. L'idée essentielle, c'est de se dire qu'à partir du moment où on commence à délibérer collectivement, on est en quelque sorte embarqué dans un système de valeurs que l'on ne peut pas nier. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on fait le choix de discuter, de préférer débattre plutôt que de se battre, et bien à partir du moment où on fait ce choix, on est en quelque sorte lié à un certain nombre de principes moraux absolument fondamentaux que l'on ne peut pas nier sans rentrer soi-même dans des contradictions insurmontables. Alors, quels sont ces principes moraux ? Et ça, c'est un point très intéressant parce qu'on va voir qu'il structure la vie démocratique. À partir du moment où on accepte de discuter, on peut considérer qu'on suppose les trois principes de la devise républicaine. À partir du moment où on fait le choix de se dire il vaut mieux débattre que se battre, on est contraint à accepter nécessairement la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, je détaille très rapidement. Pourquoi la liberté ? Parce que dès lors que vous acceptez de débattre plutôt que de vous battre, ça suppose que je suis libre de changer d'avis et je pose l'hypothèse que l'autre est susceptible de changer d'avis. Je peux le convaincre. Et je peux le convaincre parce qu'il est libre. Évidemment, quelqu'un qui n'est pas libre, aucune raison de le convaincre. Et donc, la liberté est présupposée par le choix de la discussion, le choix de la délibération. Deuxièmement, l'égalité. En délibérant, j'affirme aussi l'égalité puisque la discussion véritable, les droits de la parole sont égaux. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler et les arguments valent à égalité. Ils sont tous, non pas parce qu'ils seraient tous équivalents, il y a des arguments idiots, ça existe, faux, voilà. Non pas parce qu'ils seraient équivalents, mais parce qu'ils se soumettent tous, voilà le principe de la discussion, à une loi qui est la loi de l'argument le meilleur.
que je dois reconnaître de bonne foi. Sinon, je suis effectivement de mauvaise foi. Et étant de mauvaise foi, je sors de la sphère délibérative. Donc, à partir du moment où je discute, je suppose la liberté, capacité de changer d'avis, d'opinion, je suppose l'égalité, tout le monde a le droit à la parole, et les arguments valent à égalité, tous soumis à la loi de l'argument le meilleur. Et troisièmement, la fraternité. Alors, c'est même le premier argument, c'est-à-dire l'idée que je préfère en effet débattre plutôt que de me battre. D'ailleurs, le mot fraternité, petite parenthèse ici, qui est très contesté, parce qu'on dit, voilà, fraternité, c'est entre frères, et donc frères, voilà, c'est un peu macho. Donc aujourd'hui, on devrait changer de mot, installer fraternité, sororité, ou alors certains disent adelphité. Adelphité, hein, c'est le fait d'être à l'origine, d'être issu de la même matrice, hein, adelphité, qu'on retrouve dans le mot Philadelphie. Philadelphie, c'est ceux qui aiment voilà, être issus de la même matrice. Hein, donc Philadelphie, c'est cette expression. Alors, cette idée, à mon avis, de contestation de la fraternité est un contresens profond, philosophique. Sur le sens profond de la fraternité, dans fraternité, il y a frère, donc il y a amour, mais il y a aussi fratricide, c'est-à-dire haine. Et l'intérêt du terme de fraternité, c'est pas tellement qu'il vante le fait qu'on doit tous être frères, mais il note le fait qu'il est très difficile d'être frère. Parce que précisément, les frères ont très souvent tendance à se tuer, voilà, être dans une hostilité. Et il y a ce mélange amour-haine qui n'est pas présent pour des raisons qui sont culturelles, probablement, ou naturelles, à voir, dans le mot sororité. Il y a très peu d'exemples dans la mythologie de sœurs qui voudraient se tuer et qui se tuent. Certes, elles peuvent se détester, ça existe, bien sûr, mais pas au point, en tout cas, de se détruire. Alors que les frères se détruisent. Nous avons des exemples innombrables, Caïn et Abel, Romulus et Rémus et bien d'autres, de frères qui se sont lancés dans un combat fratricide. Donc ce mot de fraternité est beaucoup plus intéressant par le négatif qu'il porte que par le positif dont il est la promesse. Et vouloir le changer serait, d'une certaine façon, édulcorer le grand défi de la vie démocratique, que je rappelle encore une fois, comment vivre ensemble sans s'entretuer. Je ferme cette petite parenthèse sur la fraternité. Donc, liberté, égalité, fraternité, ce sont des implicites d'un choix primordial. Nous préférons débattre que nous battre. Pourquoi il ne servirait à rien de remettre en cause ces trois principes. À partir du moment où on met en cause, par l'échange, par la communication, ces trois principes, nous sommes dans une contradiction que les philosophes appellent performative. Contradiction performative, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire nie le fait que nous soyons là. L'exemple de la contradiction performative est le suivant. J'étais dans un bateau qui a fait naufrage, il n'y a pas eu de survivants. Vous voyez en quel sens cette proposition est absurde. Donc, on pourrait dire que nous avons une fondation immanente de la délibération. Que la délibération nous engage sur le plan éthique à défendre un certain nombre de valeurs, liberté, égalité, fraternité. C'est ce que défendent des philosophes comme Karl Otto Appel ou Jürgen Habermas, qui entendent fonder une éthique communicationnelle sur le fait même que nous faisions ce choix de délibérer plutôt que de nous battre. Et ce qui caractérise la démocratie, en effet, c'est ce choix pour la délibération. On peut ne pas être démocrate, on peut préférer, et encore une fois, c'est beaucoup plus simple. La dictature, la tyrannie et d'autres régimes, c'est en vérité beaucoup plus simple. Mais dès lors que l'on fait le choix de la discussion, de l'échange comme moyen d'éviter la guerre, dans ce cas, nous sommes contraints d'accepter la liberté, l'égalité et la fraternité. Simplement. Et c'est là où il faut, je prends mes distances à l'égard des théories de la démocratie délibérative. Égalité, liberté, liberté, égalité, fraternité, oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas les désaccords. Et des désaccords qui peuvent être profonds.
Ne serait-ce que d'ailleurs entre démocrates. On peut très bien considérer que ces trois principes sont vrais, mais que leur priorité peut varier. Un libéral mettra la liberté tout en haut, considérera l'égalité comme secondaire et la fraternité comme peut-être pas nécessaire. Un socialiste pourra dire que l'égalité est essentielle, la liberté secondaire, la fraternité est plus importante et la liberté secondaire, et que d'une certaine façon, on peut potentiellement sacrifier la liberté sur l'autel de l'égalité. Un républicain mettra la fraternité, c'est-à-dire le lien social, le lien charnel qui unit une communauté, en haut, et pourra, le cas échéant, considérer que aussi bien l'égalité que la liberté sont en quelque sorte incluses dans cette proposition, mais voilà, le vrai axe de la vie politique eh bien, est un axe fraternel. Donc on voit qu'entre démocrates, partageant de mêmes valeurs, on peut néanmoins prendre des options radicalement différentes. C'est pourquoi je ne crois pas profondément à ce qu'on appelle la démocratie délibérative, c'est-à-dire l'idée qu'il suffirait de débattre pour se mettre d'accord. On peut débattre très longtemps et rester en désaccord à la fin. Il y a une forme de tragique. Les êtres humains, même à force de débattre, peuvent finir par rester en désaccord, et ce sont des accords qui peuvent être, au bout du compte, parfaitement légitimes, argumentés. On n'est pas contraint de se mettre d'accord. D'ailleurs, un régime où tout le monde serait d'accord serait plutôt un régime de tendance totalitaire ou dictatoriale, et assez peu démocratique. Le régime du consensus absolu, du 100% de résultats positifs aux élections, ne signe pas la marque de manœuvre, la marque de fabrique, de la démocratie. Donc voilà comment on peut définir de façon globale et conceptuelle ce qu'est la démocratie, la délibération en démocratie. Je clôt là cette première séance sur le concept de délibération et je fais une deuxième séance tout de suite après sur les enjeux contemporains de cette délibération et notamment la crise de la délibération à l'âge du numérique. À tout de suite.